Le programme, la chaîne M6, la production, les producteurs ont voulu casser les codes. En fait, ils ont voulu mettre monsieur et madame tout le monde à la place de monsieur et madame tout le monde. Fais ce que tu veux. Tu veux être dur, sois dur. Tu veux être gentil, sois gentil. Tu veux pas investir, n'investis pas. Tu vois, et ça, c'est troublant, tu vois. Tu as 200 caméras autour de toi. Bon, les caméras sont cachées, donc tu ne les vois pas. Et en fait, en ayant travaillé avec beaucoup de sociétés de jouets, pour pas dire toutes les sociétés de jouets, eh bien, je me suis rendu compte que l'industrie n'avait jamais été chamboulée. Ça avait toujours été la même industrie. C'est une industrie à plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle est détenue par 4 ou 5 très gros acteurs. C'est un métier très niche. Et pourtant, ça fait partie d'une des plus grosses industries au monde. C'est toujours quand il t'arrive un truc en fait un petit peu sévère que tu te dis j'avais envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Je vais le faire. Voilà, si je m'en sors, je vais le faire. Voilà, mais c'est comme ça dans le tout. Hein. C'est comme ça dans le tout en fait. C'est de pas avoir de regrets. Et donc je suis parti immédiatement aux États-Unis. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julian. Bonjour Julian. Salut Benjamin. Alors, Julian Jacob, avec Julian, aujourd'hui, on va parler de Toys Tech, on va parler d'investissement dans les startups, évidemment. Et avant toute chose, comme d'habitude, je vais t'inviter, s'il te plaît, à te présenter d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, et est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours d'entrepreneur ? Ouais, très simple. Moi, j'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. Je m'y retrouvais plus dans le système scolaire, on va dire. Et donc, j'ai enchaîné plein de petits boulots. Par la suite, je te raconte pas, j'ai fait, je pense, tous les boulots qui existent. Et à l'âge de 20 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en ouvrant un premier local commercial qui était devenu une pizzeria. J'en ai monté une deuxième et puis j'étais en cours d'ouverture pour une troisième. Et j'ai revendu l'activité à une société qui avait été à l'époque financée par la BPI, parce que c'était les grands débuts de la BPI. Et à la suite de ça, je suis parti aux États-Unis et c'est comme ça que tout a démarré. Donc, ces premières pizzerias, c'était en France ? Ouais, c'était à Paris. C'était au Faubourg du Temple, le Faubourg Poissonnière et dans le 8e. Elles avaient quoi de super innovant, ces pizzerias ? J'avais monté je veux dire, à l'époque, c'était, tu sais, quand il y avait les locaux, la grande folie des ouvertures des locaux commerciaux pour la restauration, la première question qu'on te posait, c'était est-ce que vous avez besoin d'une extraction ? Une extraction, exactement. Wow, exactement. C'était la folie des boîtes à pâtes, voilà, des boîtes à exactement. pizza, des boîtes c'est ça. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'en fait, il faudrait trouver une solution pour fabriquer de la pizza sans extraction. Et c'est ce que j'ai fait, puisque je suis parti à Las Vegas et j'ai trouvé un fournisseur qui me livrait les pizzas sous vide. Et donc, j'avais juste à les mettre dans un four et ça cuisait sans extraction. Excellent. Ouais. Et, j'ai pris 20 kilos. Et du coup, tu revends cette activité. Ouais. C'est une jolie histoire ou tu Oui, non, je suis très content. J'ai vendu cette activité quand j'avais 23 ans. C'est sûr que c'est génial. C'est un premier accomplissement. J'avais financé cette activité avec par ma banque qui a été ma banque qui m'a toujours, ma banque historique. Ouais. Bon, c'était un petit investissement puisque je me souviens, mon banquier à ce moment-là m'avait dit moi, il ne faut pas que ça dépasse 150 000 euros, tout confondu, toute l'ouverture. Donc, le projet a coûté, si ma mémoire est bonne, 148 500 ou 149 500. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Ça a démarré vraiment... à la démerde, hein, les travaux, tu as compris que c'était pas des travaux comme on fait aujourd'hui. Hein, c'était des travaux où je me faisais, moi, les allers-retours chez Castorama avec les tickets de caisse, parce qu'à l'époque, la banque nous donnait pas l'argent. Il fallait qu'il fasse du déblocage sur facture. Donc, j'ai dépensé 1 000 euros, voilà, rembourse 1 000 euros. J'ai dépensé 2 000 euros, remboursez-moi 2 000 euros. Et c'était comme ça parce que j'avais pas les 150 000 euros pour lesquels j'avais besoin pour ouvrir la première ouverture. Donc, tu fais cette belle opération, en tout cas cette belle aventure. Et là, tu te dis quoi ? Tu te dis, maintenant, je veux m'expatrier ? Pourquoi ? En fait, en cours, quand j'avais ces locaux, donc c'était, à la fin, c'était même plus de la pizzeria, c'était devenu de l'immobilier. C'est pour ça que je parle toujours d'immobilier commercial parce que j'ai pas la science infuse et j'ai surtout pas le savoir-faire d'un grand restaurateur. Donc, c'était devenu, entre guillemets, de prendre des locaux commerciaux, de les transformer et par la suite revendre leur fonds de commerce, qui était à l'époque la grande tendance. Après, à la suite de ça, moi, j'ai eu un très gros problème de santé puisque j'ai eu un problème au cerveau. Donc, je m'en suis sorti. J'ai eu un problème plutôt très sévère même.
Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, tu as une remise en question totale sur ta vie. Tu sais, 20 ans, 20 ans, un gros problème de santé. je l'ai eu à la vingtaine, donc je l'ai eu vers 23, 24 ans. Mais quand tu as 20 ans, tu sais pas trop qui tu es, tu sais pas trop ce que tu veux faire, surtout que moi, je suis un ancien obèse, hypersensible en même temps. Donc, voilà, tu dois découvrir, entre guillemets, qui est-ce que tu veux être et comment est-ce que tu veux te présenter. Donc, donc je suis parti à la suite de ça. Tu sais, c'est vraiment... c'est toujours quand il t'arrive un truc, en fait, un petit peu sévère que tu te dis... j'avais envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Je vais le faire. Voilà, si je m'en sors, je vais le faire. Voilà, mais c'est comme ça dans tout. Hein. C'est comme ça dans le tout, en fait. C'est de ne pas avoir de regrets. Et donc, je suis parti immédiatement aux États-Unis. En même temps, je venais de sortir d'une rupture amoureuse. Enfin, tu vois, la bonne période. La bonne période comme il faut. Problème de santé, rupture amoureuse. J'allais, on prend un billet d'avion et on part. Tu t'es dit, on va repartir sur de nouvelles bases. Quoi. Exactement. Exactement. Ok. Et alors, tu arrives avec tes valises, comme dans les films, et tu fais... qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive dans les films. T'as un billet retour ou pas? Ouais, non, j'ai un billet retour parce que à l'époque, c'était obligatoire. Il fallait avoir un billet retour parce que c'était des périodes courtes. Et je parlais pas un mot d'anglais parce que moi, j'ai fait allemand à l'école. Enfin, il n'y avait plus de place en cours d'anglais dans mon collège. Et donc, du coup, ils m'ont mis en allemand. Ça a été, entre guillemets, une des grandes raisons pour laquelle j'ai quitté l'école parce que la seule chose à la limite qui m'aurait, on va dire, intéressé, qui m'aurait amusé, c'était l'anglais. Parce que l'histoire, la géo, bon, c'est marrant, mais c'est pas véritablement mon style. Et même ça, je l'ai pas eu. Donc, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Los Angeles. Je parlais pas un seul mot d'anglais. Et j'ai dû aller à l'école. Donc, je suis retourné à l'école à l'âge de 23 ans dans une petite école de Santa Monica, qui était une école, vraiment, on était 6 élèves dans le truc. Je suis arrivé en plein milieu de l'année. Les gars, je comprenais absolument rien. Et les Américains, ils sont très drôles. Ils te disent, oui, pour apprendre, il faut que tu te mettes en immersion. Oui, mais quand tu ne connais rien, il n'y a même pas d'immersion. On t'entend parler de tous les mots. C'est pas comme si tu avais quelques bases et donc, c'est comme ça que tu as démarré. Donc, ils ont eu raison, t'as fini par tout comprendre. Ouais, je me suis tapé des vrais insomnies. Hein. C'était compliqué, surtout à Los Angeles. Les Californiens, l'anglais, c'est pas l'anglais british, quoi. C'est un anglais, il faut être californien pour le comprendre. Et aujourd'hui, je te dis la vérité, je me rends compte avec un peu de temps, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, c'était vraiment, vraiment galère. C'était vraiment galère. C'était une bonne galère. Ouais, c'était une bonne galère. C'était excitant. Mais c'était galère. Mais c'était une grande galère. C'était concrètement galère. Ouais, c'était éprouvant. Voir la réalité en face. C'était éprouvant. Tu sais, t'es à l'autre bout du monde, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, tu viens de te sortir d'un problème de santé sévère, tu viens de te sortir d'une rupture amoureuse. Tu vois, ça cogite beaucoup là-dedans. Tu te poses très souvent la question, en fait, qu'est-ce que je fous là? Je vais pas te dire, ouais, t'arrives avec tes valises, tu dis, ah, c'est génial, je vais conquérir le monde. Non, t'as des moments de doute, et ça, je pense que c'est très important, il faut toujours en avoir, mais il ne faut pas lâcher. Et à quoi tu as pu te raccrocher? Qu'est-ce qui a été un peu un élément déclic moteur pendant cette période où tu t'installes aux États-Unis, tu galères, tu dois apprendre la langue, tu dois pas non plus vivre dans un château à ce moment-là? Ouais, j'habitais dans un petit studio sur Broadway Street à Santa Monica. Je me souviens, mon studio, il faisait, je sais pas, à peu près 400 square feet, ce qui fait 37-38 mètres carrés. À ce moment-là, je venais de rencontrer une nouvelle fille. Ça c'est bien pour l'immersion et apprendre l'anglais. Qui aujourd'hui est ma femme. Et ouais, je vais te dire, ce qui te raccroche, je pense, c'est ta tristesse à ce moment-là. Alors qu'en fait, tu te dis, ok, je vais rentrer, mais ouais, pourquoi faire? Tu vois, peut-être que si tout allait bien à Paris, je t'aurais dit, ouais, je rentre, je suis dans ma zone de confort, je vais rejoindre mes copains, on va aller au ciné, on va rigoler, on va aller manger au resto. Mais comme tu n'avais pas encore assimilé le truc, tu étais encore dans le... Ouais, c'était vraiment une cicatrice qui était extrêmement vive. Et donc, si tu veux, t'arrives là et en fait, tu te dis, ouais, j'ai rien à perdre. Donc, mais ça construit. Ça construit et surtout, ça stimule parce que quand tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas beaucoup d'argent. Enfin, moi, je suis parti, je n'avais pas beaucoup d'argent. Tu vois, j'avais vendu mes activités. On parle de fonds de commerce, donc on ne parle pas d'une boîte de tech que tu as revendu plusieurs centaines de millions d'euros. Tu vois, donc je suis parti avec un petit peu d'argent, mais des calculs. Tu sais, quand tu arrives et que tu es célibataire, ou du moins tu es jeune, tu as 25 ans ou 24 ans, et tu es avec une nouvelle petite amie, mais tes besoins sont vraiment
pas grand, tu vois. Donc, tu te fais tes calculs, tu te dis, OK, bon, si mon loyer, c'est tant, bon, bah, je peux tenir 10 ans sans travailler. Parce que tu vois, tu penses qu'à ça. Tu te dis pas, OK, bon, je vais manger au resto une fois par semaine, ça va me coûter $150. Tu vois, tu fais ces calculs-là. Aujourd'hui, tu penses plus du tout pareil quand t'es un peu plus adulte et que t'es marié et tout ça. Mais c'est comme ça, véritablement, que je suis parti. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai eu un problème de santé, j'ai failli y passer, j'ai eu une rupture amoureuse. Enfin, fuck, quoi. On y va, on n'a rien à faire. Et puis, au pire des cas, je rentrerai. Et donc, tu fais cette magnifique rencontre de cette nouvelle petite amie, tu t'installes, tu commences vraiment à faire ta vie à Santa Monica, enfin, en tout cas à Los Angeles. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment Écoute, t'en viens à te lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale? tu sais, quand tu pars aux États-Unis, t'as pas d'amis. On va dire les choses. T'as pas d'amis. Tu dois tout reconstruire. Tu dois tout reconstruire. Donc, la seule chose sur laquelle tu vas te rattacher tout de suite, c'est pas de te dire bonjour, je vais me faire de nouveaux amis. C'est bonjour, il faut que je fasse du business. Parce que l'entrepreneuriat, le business, bon, bah, c'est ce qui aussi te motive au quotidien. Et c'est un petit peu un échappatoire, qu'on le veuille ou non. Moi, je pars du principe où il n'y a pas de meilleur remède pour un mal-être que d'entreprendre. Que de bosser, d'entreprendre, parce que tu noies ton chagrin, entre guillemets. Donc je me suis dit, bon, bah, on va commencer. Tu peux te concentrer sur... Exactement. Et puis, tu as un truc auquel tu penses le soir quand tu te mets dans le lit. Parce que si tu commences à repenser aux hôpitaux et si tu commences à repenser à ton ancienne petite amie avec qui ça s'est mal passé, tout ça, tu peux vite avoir des idées noires. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Los Angeles. Los Angeles, c'est la capitale de l'entertainment. Et les rencontres, une personne m'a présenté à une autre. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit bout de chemin. Mais je pense que ça, c'est valable pour toutes les industries du monde. Tu vois, moi, j'ai toujours été passionné d'une émission télé qui s'appelle Capital sur M6. J'ai toute ma vie suivi ce programme télé. Mais en fait, pourquoi j'aime ce programme télé? C'est parce que c'est tellement varié. Tous les dimanches soirs, tu vois, tu as un thème différent. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il y a des industries différentes. Il y a des acteurs dans chacune des industries. Et c'est pareil, en fait. Il y avait le sabbat, le salon de la licence à Las Vegas. Il y avait plein d'événements professionnels pour le jouer. Donc, c'est comme ça qu'entre guillemets, je suis rentré. Dans une industrie, petit à Dans petit. une industrie, mais la même chose que j'ai fait dans la pizza. La pizza, comment j'ai découvert mon industriel dans la pizza qui m'a fabriqué ces fameuses pizzas sans cuisson, enfin entre guillemets sans extraction. C'est en partant à Las Vegas au salon international de la pizza et c'est comme ça que j'ai rencontré l'industriel. Tout simplement de la curiosité. Et donc là, qu'est-ce que tu crées? C'est quoi la boîte que tu crées À ce moment-là, je me suis dit, je vais créer une LLC. Tu sais, tout le monde te dit c'est une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL ici ou d'une SASU. Et en fait, c'est une société transparente. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire une société de consulting. Donc, je vais créer ma société de consulting. Alors, c'est très marrant parce que nous, en France, on est habitué à avoir des process très longs. Pour avoir ton numéro de registre, ton cabis, il faut attendre plusieurs jours. Faut le déposer. Alors là-bas, ça dure 10 secondes. Là-bas, c'est... Tu peux aller à 14h, à 15h, t'as ta boîte, ça y est, ton tampon, et tu peux déjà commencer à encaisser. Ton compte en banque, tu vas à la banque, t'as pas besoin d'un rendez-vous, tu vas à la banque, tu sais, là-bas, les banques, c'est pas du tout comme en France non plus. Enfin, même si ça commence à le devenir comme ça en France, à l'époque, ça n'était pas. Tu vas, bonjour, je vais ouvrir un compte en banque, pièce d'identité, votre registre, votre dépôt. Merci, au revoir. Tu n'as pas besoin de capital, d'ouvrir une société, ça coûte $200 ou $300. Tu vois, donc on est quand même sur des montants petits et surtout une rapidité qui est vraiment incroyable. Donc j'ai monté ma société, je me souviens, c'était une LLC. Et je suis rentré dans mon petit studio le soir même et ça y est, dans ma tête, j'avais commencé à avoir des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, ouais, j'ai monté ma société aux États-Unis, quoi, tu vois. En plus, tu vas à la banque, ils te donnent une carte de crédit. Ça y est, je suis un businessman. Ouais, t'es un businessman. Alors, là, tu sais, là-bas, si c'est une carte de crédit, ce qu'on appelle une carte de crédit sécure. Ouais. Voilà, donc t'as pas le droit au crédit score parce que j'avais pas encore mon numéro de sécurité sociale. J'avais pas tout ça. Mais donc, je suis véritablement reparti. En plus, si tu donnes une belle pochette et tout ça. Et en fait, tu te dis, waouh, je vais conquérir le monde. Là, c'est la première chose que tu penses. Il y a une énergie quand même aux États-Unis qui est quand même qui te motive. En même temps, la vie coûte très cher. Donc, on parle souvent de la vie qui coûte cher en France, mais là-bas, les États-Unis, c'est the golden rush. Mais c'est un bon exercice. Et
Ok. Et donc, ça y est, t'es le businessman en herbe américain. Comment t'en arrives à cette industrie du jouet et à cette première aventure, on va dire, très significative qui a fait de toi un real businessman? Écoute, je sais pas si je suis un real businessman, mais comme je te parlais tout à l'heure de capital, et en fait, il y a un métier qui se rattache énormément à celui de l'émission Capital, c'est ce qu'on appelle de la licence, du licensing. Ouais. Et le licensing, c'est quoi? En fait, c'est de mettre de la propriété intellectuelle, donc de mettre une marque ou de mettre une image de quelque chose sur un produit. C'est le cas sur 90% des produits qu'on voit au quotidien. C'est-à-dire que ton caleçon Calvin Klein, toi, tu crois que c'est Calvin Klein qui va te le fabriquer. C'est pas vrai. C'est Calvin Klein qui va détenir la marque, c'est Calvin Klein qui va détenir la propriété intellectuelle. Et après, il va trouver des opérateurs qui vont fabriquer et distribuer pour lui. C'est le cas pour 80% des boîtes dans le monde. C'est juste dingue. Et je me souviens, j'avais trouvé un livre sur place, j'avais commencé à me renseigner là-dessus. Et on parlait de licensing. Aux États-Unis, c'est très courant. En Europe, un peu moins, mais parce que tous les contrats, généralement, sont négociés depuis les US. Et je commence à m'intéresser à ça et ça commence à me passionner. En fait, je me rends compte qu'il y a un salon du licensing à Las Vegas, D'accord. il y a un salon du licensing à Londres et il y a des salons du licensing dans le monde entier. Et en fait, c'est quoi? C'est des salons où tu as des stands avec des marques, souvent dans l'entertainment parce que c'est beaucoup dans l'enfant, on fait beaucoup de produits sous licence dans l'enfant. C'est les fameux cartables, les fameux ballons, les fameux jeux vidéo, les fameux jouets. C'est tout simplement de la licence. C'est-à-dire que c'est pas Disney ou c'est pas Paramount qui va fabriquer ses jouets. Non, il va travailler avec un opérateur. C'est pour ça que je parle très souvent du terme opérateur. Et c'est cet opérateur qui va fabriquer et qui va reverser des royalties, donc des redevances, un pourcentage sur les ventes qu'il va générer grâce à la propriété intellectuelle, donc grâce à la marque. Et c'est important? C'est des montants qui sont importants, les Bah royalties? oui. En fonction de la marque, j'imagine. Ouais, plus ou bien moins, sûr. Mais on parle d'une industrie à plusieurs centaines de milliards par an quand même. Parce que l'industrie du licensing, de la licence, c'est dans tout. On parle de l'entertainment pour enfants, mais on parle aussi, on peut parler du textile, on peut parler de beaucoup de choses. Il y a du licensing pour de l'automobile. Moi, j'ai signé des partenariats avec des marques automobiles comme Volkswagen. On parle aussi de la confiserie. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enseignes comme Ferrero, toujours sur des contrats de licensing. Donc, c'est juste passionnant parce qu'en fait, c'est capital le dimanche soir, sauf que tu le vis au quotidien parce que l'opérateur avec lequel tu vas travailler au quotidien, bah, il va te raconter ce qui se passe dans son industrie. Il va te dire, bah, moi, je suis fabricant de chocolat. Il y a un salon qui se passe à Chicago, qui est le salon du chocolat. Ou moi, je suis un fabricant dans le cosmétique. Bah, il y a le Cosmoprof à Bologne où j'expose. Donc, en fait, tu te rends compte que dans chacune des industries, il existe des opérateurs et il existe un marché avec des plus forts et des moins forts. Et c'est très drôle parce que toi, tu fais beaucoup de salons. Moi, j'ai toujours été passionné par les salons depuis que je suis jeune. Pour aller à la rencontre de ces opérateurs. Je suis curieux et en fait, et ça, je le conseille beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir. Je leur dis, si vous êtes curieux, allez dans les salons professionnels. C'est là où vous rencontrez en quelques jours tout ce qui se passe dans votre industrie. Donc, que ce soit le salon de l'alimentaire, moi j'y allais à l'époque pour la pizza, il y avait le Cial à Villepinte. J'allais aussi au salon de Lyon pour les équipements. J'allais à Las Vegas pour le salon de la pizza. J'ai fait le salon Cosmoprof pour le cosmétique. J'ai fait le salon de la confiserie à Chicago. Enfin, j'ai fait le licensing show à Las Vegas, à Londres. J'ai fait beaucoup de salons professionnels dans ma vie parce que tout simplement, j'adore ça. C'est. En 3 jours, tu es noyé dans l'industrie, quoi. Tu vois les plus forts, les moins forts, et tu as tout compris. Ouais, puis généralement, oui, c'est très représentatif, quoi. Et je te jure que quand tu vas dans un salon, 9 cas sur 10, tu as envie de repartir avec un business. Tu te dis, OK, je veux être là l'année prochaine, je veux prendre sa place à lui et je vais me lancer moi aussi dans l'optique. Donc, toi, tu piches ça avec le licensing. Quelque part, ça te permet, comme moi dans mon métier, de rencontrer tous les jours des entrepreneurs passionnants. Bah, toi, à cette époque, c'est de rencontrer des industries toujours plus passionnantes. Et donc, les entrepreneurs, ou en tout cas les collaborateurs qui l'apportent, tu en fais ton métier. Ouais. Du coup, tu t'y prends comment? En fait, c'est exactement ça. C'est le même métier. Alors toi, tu vends de l'argent, entre guillemets, où tu permets à des entrepreneurs grâce à ce que tu fais, d'aller plus loin et de développer leur activité. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure du temps, tu commences à
avoir une petite connaissance dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, moi, j'adore ça parce que j'ai travaillé avec 80 catégories d'industriels, que ce soit de la confiserie, du vêtement, de la voiture. Alors, je suis pas, je suis pas un expert dans tout, mais j'ai une petite connaissance. Je connais, entre guillemets, beaucoup d'acteurs ou un peu moins d'acteurs dans d'autres industries, mais je connais quand même quelques acteurs dans chacune des industries parce que je sais comment ça fonctionne. Parce que si tu veux, quand tu fais un contrat de licence, ces industriels ou ces opérateurs vont te reporter à toi. C'est-à-dire qu'elles me reportaient à moi en me disant, bon, on espère faire tant de chiffre d'affaires parce que on va signer un contrat de distribution avec un tel, donc on comprend qui sont les clients. On a un tel comme fabricant, on comprend qui sont qui maîtrisent la supply chain. Donc, si tu veux, c'est ce que je fais au quotidien. On est un peu des vendeurs de rêves. Hein. Et tu te spécialises dans quelque chose, dans une industrie pour ce licensing? Parce que le licensing, il y en a un peu pour tout. C'est très large. C'est hyper large. Toi, tu décides, ou à un moment donné, en tout cas, il se passe un truc, quoi. Et tu décides d'aller dans une industrie en particulier. Ouais, je décide de me lancer dans l'enfant. En fait, dans le kids. La petite enfance ouais, l'enfance en général. Donc, c'est du licensing. Donc, j'ai été consultant pour des studios, pour plusieurs studios que tout le monde connaît. Et j'étais devenu, entre guillemets, leur fameux vendeur costard-cravate de propriété intellectuelle, donc de licence. Donc, si tu veux, j'allais au quotidien taper à la porte de grands opérateurs, comme je te les évoquais tout à l'heure, des Ferrero, des Volkswagen, des Panini, des Bandai, tu vois, des enseignes plutôt très connues. Et j'allais leur vendre la propriété intellectuelle, ou du moins j'allais signer des partenariats avec eux pour mettre la propriété intellectuelle sur leurs produits. Et après, tu t'associes puisque ça devient un partenariat. En fait, généralement, c'est du win-win. Et donc, on allait ensemble pitcher leurs clients. Parce que toi, tu dois pitcher la puissance de ta propriété intellectuelle et eux doivent pitcher la puissance de leurs produits. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris, entre guillemets, à parler, entre guillemets, un peu tous les langages à tout le monde. Donc, c'est quoi un bon case study que tu pourrais nous partager? Soit celui qui t'a fait le plus plaisir parce que c'était au début et que tu t'es dit là, ça marche, ou dont tu es très fier? Moi, je suis soumis à NDA sur dans beaucoup de cas. Mais par exemple, il y a eu des aventures extraordinaires avec Ferrero. Tu vois, okay. Ferrero, les Kinder, les œufs en chocolat, j'ai travaillé avec eux, j'ai collaboré avec eux sur des centaines de millions d'œufs en chocolat. Et je trouve ça juste incroyable. Pour avoir ce fameux petit jouet à l'intérieur. Le petit jouet à l'intérieur, c'est moi qui vendais la propriété intellectuelle pour fabriquer le petit jouet à l'intérieur. Donc, tu vois, sauf que Ferrero, quand tu travailles avec eux au quotidien, ils t'expliquent leur secret de fabrication, ils t'expliquent combien coûte un œuf en chocolat, ils t'expliquent à qui ils revendent les œufs en chocolat et quels sont les plus gros marchés, etc. Donc, c'est pour ça que je te disais, j'adorais et j'adore ce que je fais parce que à la fin de la journée, je peux te dire que tu es dans le lit et tu te dis waouh, il y a un business dans le chocolat en fait. Mais en fait, ils vendent pas du chocolat, ils vendent du jouet. Parce que Ferrero est le plus gros fabricant de jouets au monde avec McDonald's. Okay. Ils vendent même pas des œufs en chocolat. Et la petite histoire de Ferrero, elle est juste incroyable parce que Monsieur Ferrero voulait vendre du jouet à la base, il y avait plus de place et il est rentré dans le jouet via le chocolat. Donc c'est excellent ça. Mais c'est ça la licence, si tu veux, la propriété intellectuelle, la licence, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour aller même, donc si tu vas me dire si j'ai bien compris, mais du coup, si tu reprends l'exemple de l'œuf en chocolat, à l'intérieur, il y a des jouets. Ces jouets-là sont jamais fabriqués par les mêmes opérateurs finalement parce que peut-être que tu vas pouvoir ajouter du licensing dedans à chaque fois. Je n'ai pas envie de citer de marque, mais disons qu'on va prendre un produit, un personnage issu d'un dessin animé connu. Et donc, il va se retrouver devant le petit œuf. Et donc, toi, tu vas devoir négocier avec le producteur ou la société de distribution. Ce qu'on appelle l'ayant droit. Le propriétaire de la propriété intellectuelle, donc le propriétaire du dessin animé, avec Ferrero, ou du moins avec son opérateur. En l'occurrence, par exemple, sur McDonald's ou sur Burger King, avec qui j'ai aussi beaucoup collaboré, eux, c'est du third party. C'est-à-dire que tu as le détenteur de la propriété intellectuelle, le fabricant du produit, qui est souvent l'agence marketing, et McDonald's. Donc, tu vois, c'est 3 partenaires et toi, tu es au plein milieu. Donc, tu dois coordonner tout ça pour que McDonald's puisse vendre le fameux Happy Meal auprès de ses clients. Excellent. C'est passionnant. C'est passionnant parce que si tu veux, c'est à l'infini, quoi. Tu as toujours un truc à apprendre. Et c'est super. Donc, toi, tu choisis le monde de l'enfance. Le licensing, c'est assez infini. En effet, tu as de quoi faire. Comment ça se déroule
Enfin, si on doit avancer un peu dans le... En plus, le temps tourne, mais si on doit avancer un peu dans la vie de Julian, comment ça se développe, cette boîte? Bah, en fait, si tu Parce veux, que là, tu m'as c'était. parlé de super grand nom, donc ça Ouais, devient une ouais. boîte de quelle taille? Parce que Non, c'était une boîte t'es plus C'était le une seul. petite boîte. C'était une petite boîte. C'était une boîte de consulting. Donc moi, je travaillais seul ou avec peut-être 2, 3 collaborateurs quand j'en avais besoin. Si tu veux, moi, j'étais juste le middleman entre tout ça. Oui, tu travailles avec des très grands noms entre guillemets. Mais tu es le middleman. Tu es le middleman. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'usine, j'ai pas de studio. Tu vois, je suis vraiment le middleman entre les deux. Mais tu fais en sorte que ça se passe. C'est-à-dire que tu es véritablement le chef d'orchestre de tout. Et c'est génial parce que quand tu remportes de nouveaux marchés, tu vois, quand tu closes un deal avec de la propriété intellectuelle du Brésil, avec un opérateur d'Espagne, dans de la cosmétique ou dans de l'alimentaire ou dans plein de choses comme ça, ou dans le jouet, parce que la plus grosse catégorie, c'est le jouet, et on va en revenir juste après, bah, c'est juste extraordinaire parce qu'en fait, tu vas dans des magasins dans le monde entier. Moi, je me souviens, j'allais en Espagne, à Barcelone, et je voyais dans des enseignes des El Corte Inglés, je voyais les produits que j'avais initié le deal. Donc, c'est juste incroyable. Et en fait, tu te dis, OK, je remonte. Donc, en fait, ces produits, El Corte Inglés les a achetés à cet opérateur, et cet opérateur les a achetés à ce distributeur, et ce distributeur les achète chez le gars avec lequel je travaille, et toi, tu as été la personne, la pièce maîtresse qui a fait que ça se passe. Donc, c'est juste impressionnant, quoi. Génial. Ok. Et à partir de quand tu décides de passer à une autre typologie d'activité? Bah, en fait, dans la licence pour enfants, Tu comprends que exactement, c'est là le marché, peut-être. voilà, dans la licence pour enfants, il y a ce qu'on appelle les master toys. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les catégories de licences que tu vas avoir, vêtements, confiserie, etc., la plus grosse catégorie, c'est le jouet. Ça s'appelle le master toy. Et en fait, c'est le fameux Disney avec un Hasbro, enfin, tu vois, c'est ça, et Disney Princess, etc. Et comme j'ai fait beaucoup de licences et que j'ai travaillé avec beaucoup de fabricants de jouets, toujours dans le même procédé, bah, les fabricants de jouets devenaient, entre guillemets, je devenais partenaire avec eux parce qu'on travaillait au quotidien ensemble. Donc, on allait faire les salons ensemble, le salon du jouet à Nuremberg, le salon du jouet à Deauville, etc., etc. Et en fait, en ayant travaillé avec beaucoup de sociétés de jouets, pour pas dire toutes les sociétés de jouets, eh bien, je me suis rendu compte que l'industrie n'avait jamais été chamboulée. Ça avait toujours été la même industrie. C'est une industrie à plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle est détenue par 4 ou 5 très gros acteurs. Et, tu vois, ils vont manger au restaurant le soir ensemble et il n'y a pas de nouveau. Même si je pense que tu travailles avec beaucoup de sociétés au quotidien, tu as très peu d'amis ou très peu de personnes dans ton entourage qui se sont lancés dans le jouet. C'est un métier très niche. Et pourtant, ça fait partie d'une des plus grosses industries au monde. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, c'est maîtrisé et c'est managé par quelques gros acteurs qui se partagent le gâteau. Et il n'y a jamais des grosses majors qui sont bien établies. C'est ça. Tu n'as pas de nouvel acteur. Tu n'as pas de nouveaux acteurs. Donc, c'est assez surprenant. Et moi, il y a quelques années, je me suis dit, OK, en fait, dans le jouet, c'est un truc que je connais plutôt très bien parce que je travaille avec des opérateurs dans le jouet. Donc, je suis leur partenaire. Bah, en fait, pourquoi on n'essaie pas de faire les choses à l'envers? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, un fabricant de jouets, pour ne pas citer de nom, va mettre 3 ans entre le moment où il va discuter d'une propriété intellectuelle et entre le moment où on va se retrouver avec le produit en magasin. Donc, moi, par exemple, quand je travaillais avec un fabricant de jouets, on mettait en place un rétro-planning et je parlais de propriété intellectuelle, de films ou de séries qui vont sortir dans 3 ans à l'antenne. C'est juste incroyable. En 3 ans, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais dans le vêtement, il y a très longtemps, c'était aussi ce qui se passait. C'était aussi comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un Zara qui arrive et qui dit « Ok, moi, je déglingue tout. Il y a un défilé de mode. 10 jours plus tard, je te retrouve avec les produits en magasin. » Bah, en fait, on a essayé de faire pareil. On a essayé de faire pareil, mais on a essayé d'aller encore un petit peu plus loin. Parce que contrairement à un Zara qui a des magasins, nous, on s'est dit « Ok, on veut faire pareil, mais on veut travailler sans inventaire. On veut travailler sans stock. On veut travailler sans production. On veut travailler sans BFR. » Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est ce que tu fais au quotidien aujourd'hui au travers de Wincor. Oui, c'est ça. Avant d'arriver jusqu'à Wincor, donc à un moment donné, comment tu quittes l'industrie? Parce que Wincor, en plus, tu l'as créé en France, je crois. Alors, Wincor, aussi aux États-Unis. Moi, si tu veux, mon activité de consulting en propriété intellectuelle est toujours là. Hein, elle est toujours annexe puisque j'ai des contrats en cours, mais ça reste très, très passif, entre guillemets. Et puis, ça me sert au quotidien. Puisque quand j'ai lancé Wincor, je me suis mis à travailler
toujours avec des ayants droit. Donc aujourd'hui, Wincor, ça je peux le disclose, travaille avec des studios comme Paramount, travaille avec des studios comme Emoji, travaille avec des studios comme Hasbro. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu ce que j'ai appris dans le passé. Sauf que là, le licencié, au lieu que ce soit la personne que j'aille pitcher et à qui je vais vendre la propriété intellectuelle, bah, c'est moi-même. Donc, c'est moi qui achète la licence à des grands studios. Tu vois, il y a quelques jours, on a signé la licence Donjons et Dragons. Tu vois, c'est mythique. Tu vois, Ouais. et après un an et demi de négociation, on l'a eu, quoi. Et donc, tu as signé cette licence Donjon Dragon. Tu vas en faire quoi de cette licence Donjon Dragon? Donc, tu achètes la licence de la propriété intellectuelle. Donc, ça peut être Pas de Patrouille, Donjons et Dragons, Peppa Pig, enfin plein de marques. Et on va fabriquer du jouet de façon digitalisée, donc dématérialisée, qu'on va présenter aux clients, aux grands groupes, à la grande distribution, aux magasins spécialisés, Jouet Club, la Grande Récré, tu vois, ou des Carrefour ou des Walmart. Et on va leur présenter le produit. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai été de l'autre côté du rideau. C'est-à-dire qu'avant, j'étais celui qui vendait la marque aux fabricants de jouets. Et là, j'ai voulu aller plus loin en étant le client pour le fameux studio. Et donc, si tu veux, mon expérience d'avant m'a beaucoup aidé puisque aujourd'hui, on détient les licences des plus grandes marques au monde. Et oui, en fait, en plus, là, de ce que je comprenais de nos échanges, c'est que tu vas carrément jusqu'à leur présenter le jouet, tu vois, le jouet qui va faire fureur demain, mais eux valident ce concept et tu peux même réitérer, quoi, si tu vois qu'il y a un petit truc qui ne va pas. C'est une des grandes forces de ton nouveau modèle, quelque part. C'est ça. En fait, un fabricant de jouets, un fabricant de jouets lambda va mettre en place un développement de produit, ce qu'on appelle du PD, produit de développement. Ça va mettre plusieurs mois, voire des années. Ensuite, il va lancer une chaîne de fabrication, donc fabriquer 10 millions de poupées, je te dis une bêtise, qui va ensuite shipper et stocker dans des entrepôts à travers le monde. Il va en même temps commercialiser les produits. Et une fois qu'un Carrefour ou un Walmart va vouloir sélectionner les produits, il va enfin les shipper. Donc, ça coûte très cher parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Hein. Il y a l'entrepôt logistique, il y a le transport, etc., etc. Moi, j'ai dit, OK, on va faire les choses différemment. On va créer, conceptualiser le produit avec le client. Donc, on a des clients aujourd'hui, des grandes enseignes qui veulent des produits personnalisés pour ne pas être confrontés à la guerre des prix. Parce que, tu vois, si tu as une poupée ici et une poupée au magasin d'en face, à un moment donné, un, il va le mettre à 5 euros, l'autre va le mettre à 4, et puis l'autre va le mettre à 3, et puis ça va être la guerre des prix. Par contre, si tu mets des produits différents, bah, le consommateur, il est libre d'aller acheter celui ou celle qu'il veut. Et donc, nous, on conceptualise le produit avec le client. Et quand le client l'a validé de façon virtuelle, on va lancer un échantillon réel qu'il va recevoir, qu'il va valider, ou même pas, parce que parfois maintenant, tu as des clients qui nous font confiance et qui ne valident même plus l'échantillon réel. On va faire le testing, donc ça c'est très important, on va faire tous les contrôles qualité testing, puisqu'il faut que ça passe les normes EN71, etc., etc. Et ensuite, on va lancer une fabrication, une fois qu'on aura eu la commande de notre client, et ça va partir directement de nos usines partenaires vers le port d'expédition. Et c'est au port d'expédition que le client final, Walmart, Carrefour, etc., va récupérer la marchandise avec son logisticien. Donc, en fait, tu court-circuites toute l'industrie, puisque tu n'as pas l'entrepôt, tu n'as pas fabriqué 10 millions de poupées qui vont se finir par être discountées ou détruites ou abîmées. Enfin, tu vois. C'est le licensing, le bureau d'études. Exactement. C'est ça. Tu sais où fabriquer, tu fais partir avec donc, le fabricant. On met 3 mois. Donc, on est sur des circuits qui sont beaucoup plus courts. Puisque aujourd'hui, on est en train de discuter aujourd'hui des produits qui vont se retrouver cet été. Tu vois, donc on est alors qu'un autre opérateur dans le jouet, je ne vais pas citer de nom, ils sont en train de prévoir la sortie du film Tartampion en 2028. Tu vois, donc on est vraiment et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est même amené à travailler avec des grandes enseignes de cinéma aux États-Unis. Une enseigne très connue dans laquelle tu peux t'asseoir avec des fauteuils en cuir que tout le monde connaît quand tu pars aux États-Unis. Et ces enseignes, en fait, cette enseigne de cinéma nous passe des commandes à nous pour acheter du jouet ou du produit avec les sorties de films en même temps. C'est passionnant. Je vois que l'heure tourne et je m'étais engagé à ce que ça dure 1 heure max. Julian, est-ce que tu peux, si on reprend l'industrie de la health tech plus généralement, avec ton point de vue d'investisseur, et on va rentrer après dans cette troisième partie,
Là, tu nous as tout disrupté, la health tech. Aujourd'hui, on parlait en off des dossiers qu'on a financés sympas comme l'Uni chez nous ou OPI, qui ont eu ces galères énormes de production, de partir de la création d'une petite boîte pour ensuite l'amener à être industrialisé et ensuite être produit d'abord en Chine, puis rapatrier la production en France. Toi, aujourd'hui, qui a un peu la big picture, est-ce que tu peux aussi... est-ce que toi, tu es sur un marché spécifique? Est-ce que tu peux faire du licensing de luxe, c'est-à-dire peut-être demain produire, pas dans un petit œuf en chocolat, mais produire des jouets hyper qualitatifs, je sais pas, que en bois ou autre? Est-ce que c'est un autre marché? En fait, comment tu distingues ou peut-être tu sectorises ou tu présentes le marché de la health tech aujourd'hui? Alors, pour te répondre à ta question, oui, je pense qu'on va en faire aussi. Après, nous, on est véritablement spécialisé sur ce qu'on appelle du jouet d'impulsion, de l'impulse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu veux offrir un jouet à ton neveu ou à ta nièce ou à ta fille ou à ton fils, ça coûte très cher. Tu vois, dans un magasin, tu n'as pas un jouet à moins de 30 euros. Et moi, je ne comprends pas comment font les familles, tu vois, d'arriver et de te dire, putain, mais en fait, j'ai 6 neveux et nièces. Parfois, j'ai pas forcément envie d'attendre Noël parce que je vais chez mon frère ou je vais chez ma cousine et j'ai envie d'arriver avec des jouets. Et en fait, tu te rends compte que d'acheter un jouet, ça coûte plus cher que d'acheter un parfum. C'est quand même incroyable alors que tu as un truc en plastique. Mais le problème qu'il y a, c'est que les revendeurs ne se gavent pas du tout. Le problème ne vient pas du tout du revendeur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Et au fur et à mesure, ça se remplit. Le transport, la logistique. Ensuite, une fois que tu as été logisticien qui a récupéré la marchandise, on va encore retransporter de là où ça s'est trouvé dans l'entrepôt jusqu'au client final. Puis après, il y a l'achalandage dans les magasins. Tu vois, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intermédiaires qui fait qu'à un moment donné, ça chiffre. Mais ça ne devrait pas être autorisé. Quand je dis que ça ne devrait pas être autorisé, c'est-à-dire qu'en fait, on devrait être en mesure d'offrir des moments d'émotion et des souvenirs, parce que, excuse-moi, moi, j'ai des souvenirs d'acheter du jouet ou de jouer avec ma famille au Monopoly. J'adorais le Monopoly ou j'adorais les trucs d'expérience, tu sais, un peu chimie, etc. Mais ça devrait être offert à tout le monde, en fait. C'est des moments qui sont importants, c'est des moments qui sont essentiels. Quand tu vieillis, tu penses à ces moments-là avec ta famille, et quand tu deviens papa ou maman, tu penses aussi à ces moments-là que tu passes avec ton enfant. Donc, toi, tu veux vraiment que ce soit plus populaire, plus mainstream, accessible à tous. Mais et là, évidemment. toi, en tout cas, c'est ton Mais aucun enfant au monde jouet. ne doit être privé de passer un moment en famille, un truc, tu vois, des souvenirs, quoi, d'offrir des souvenirs. Et c'est ce qu'on a voulu démocratiser. Donc avec Wincor, c'est pour ça que tu me parlais de jouets en bois et des jouets luxe, oui, mais à une seule condition, si on arrive encore une fois à disrupter et à transformer, voilà, et de descendre les prix de vente. Et si tu fais un pas de côté, juste avec ton point de vue investisseur et spécialiste de cette économie de la toy tech ou des jouets, tout simplement, c'est encore un bel avenir. Comment tu le perçois? Comment tu vois son évolution? Parce que toi, on a compris comment tu le disruptes dans ton marché. Et c'est impressionnant. Et je pense que j'ai hâte de voir tout ce qui va sortir ces prochaines années. Mais sur le reste de l'industrie, tu dois forcément jeter un œil parce que tu es un spécialiste, tu es curieux. Comment tu vois les choses, justement? Parce que tu sais, il y a cette tendance de l'éco-responsabilité qui est forte, au moins en Europe, parce que toi, je sais que tu vois un peu global, mais peut-être qu'elle va au-delà de l'Europe quand même. Et donc, comment tu vois tout ça? Mais moi, je pense qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. Elle a démarré en Europe, mais elle est en train de s'exporter. On parle beaucoup de l'Amérique latine, on parle aussi des États-Unis. Ça y est, les États-Unis s'y mettent enfin, tu vois. Mais le truc qu'il y a avec les États-Unis, c'est qu'ils sont extrêmes. Donc, ils en parlent pas, ils veulent pas en parler. Par contre, quand ils en parlent et quand ils s'y mettent, ça y est, il faut que ce soit rasé en ce que nous, on a mis 20 ans à le faire, ils vont mettre 6 mois. C'est une métaphore, mais c'est la vérité. Ouais, ça me rappelle l'époque des panneaux solaires avec la Californie qui avait fait plus de panneaux solaires. Ou l'organique, tu vois, la nourriture organique. Maintenant, tu vas aux États-Unis avec de l'organique de partout. Partout. Alors que nous, on nous parle du bio depuis 15 ans, tu vois. On est quand même hyper précurseurs, les Français, ou du moins les Européens. Donc moi, je pense qu'on va aller de plus en plus là-dedans et c'est bien et c'est essentiel. Alors oui, au début, tu sais, tout ce qui est nouveau dérange. Mais à un moment donné, on a notre planète, ok, et on parle d'offrir des choses à des enfants, des jouets. Mais si de l'autre côté, on leur offre une planète qui est complètement morte avec avec un état, avec des soucis environnementaux,
il y a véritablement un problème. Donc nous, si tu veux, je parle en mon nom parce que je ne sais pas ce que font les autres acteurs, mais j'espère et je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. On essaye le plus possible d'utiliser des matières propres. Parfois, c'est pas réalisable, mais en tout cas, on essaye. Et une chose qui est très importante, c'est que nous, on ne fait pas de surproduction. Parce que n'oublie pas qu'on ne fabrique que ce qui est déjà vendu. Donc, ça a été véritablement... Ça fait partie des valeurs de Wincor, tu vois. Surtout quand on entend ce que doivent faire des grandes enseignes dont on taira le nom, mais qui doivent détruire tous les produits qui ont pas été... Les gens meurent de faim et ils achètent, ils fabriquent, ils produisent et ensuite ils brûlent. C'est un truc de fou quand ils pensent. Mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et au même titre que sur Wincor, nous, on a voulu faire quelque chose de très important, c'est qu'on a voulu reverser une partie des revenus à la recherche contre le cancer, à l'Institut Gustave Roussy. Alors, en soi, la recherche contre le cancer ne nous a pas attendus, tu vois. Mais c'est pour nous très important et c'est essentiel parce que c'est un état d'esprit, tu vois. On veut que les équipes adhèrent à ça. On veut que ce soit une grande famille et on veut avoir qu'une seule leitmotiv, c'est offrir des moments en famille, des expériences pour tous. Venez comme vous êtes, tu sais la fameuse phrase de McDonald's. On arrive au troisième chapitre de notre entretien. Tu as été sélectionné, invité, chassé pour devenir un des jurys de l'émission sur M6 de Qui veut être mon associé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience ? Et oui, parce que tu es un des tout nouveaux jurys. Pourquoi on est venu te chercher et pourquoi tu as accepté déjà ça ? Écoute, moi, j'ai découvert ce programme aux États-Unis. Tu sais, il y a un programme là qui s'appelle Shark Tank, qui est beaucoup moins ma tasse de thé. Alors, on est plus du tout sur... Il n'y a plus du tout d'émotionnel. Tu es sur du business pur et dur. Moi, Shark en plus, Shark, c'est genre pas bienveillant et tout. Moi, il me manque un bras, j'ai un problème de santé, je m'en fous, c'est quoi ton EBITDA ? Bah non, casse-toi, je te jette l'éponge à la tête. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais après, je comprends qu'il y ait un public et ça peut être même amusant pour certains. J'ai découvert Qui veut être mon associé en habitant aux États-Unis, à Los Angeles. Okay. Je suis tombé sur un replay sur mon téléphone portable. Excellent. Et je commence à regarder. C'est marrant cette émission-là. Ah ouais, ils ont fait comme les États-Unis, comme les Américains. Ils ont fait un truc. Et en fait, j'ai ressenti une telle émotion en regardant le programme. Je me suis dit, waouh, c'est pas du tout en fait comme la version américaine. On est véritablement sur quelque chose de très profond. Tu vois, la ligne éditoriale du programme, elle est magnifique, tu vois. Et je commençais à regarder ça et je me souviens parce que quand c'était diffusé en France, pour moi, c'était très tôt, enfin plutôt très tard pour regarder le programme. Donc, je regardais les replays, beaucoup avec Instagram, etc. Et je commençais à découvrir ce programme et c'était devenu en fait comme un rendez-vous. C'est comme à l'époque quand tu regardais Friends. C'était ta bande de copains. Si t'adores Capital, que maintenant tu te retrouves avec ce type d'émission. Et puis, si tu veux, les membres, les autres investisseurs sont juste des personnalités incroyables. Tu vois, t'as de tout, dans tous les domaines, de tout type de personnes. J'ai trouvé ça juste impressionnant. Et ce programme m'a fait pleurer plus d'une fois. Tu vois, il m'a fait pleurer plus d'une fois. Et quand je l'ai découvert, je te dis, c'est devenu pour moi un échappatoire. En fait, c'était devenu mon moment où fallait pas me déranger et en fait je revenais à ce qui était essentiel, tu vois. T'es sur du business mais t'es aussi sur des valeurs très profondes, tu vois. Et j'ai tout de suite adoré et adhéré au programme et j'ai dit waouh, quel programme. Je te dis, moi j'ai eu des cas avec Eric et personne qui vendait des livres, etc., qui a eu un problème de santé. C'est des cas qui m'ont fait pleurer, tu vois, véritablement, parce qu'il y a eu un effet miroir. Le gars, il a eu un problème de santé à la tête, au cerveau. Moi, j'ai eu un problème de santé à la tête. Tu vois, je me suis retrouvé, en fait, non pas à la place d'un des membres des investisseurs du jury, mais je me suis retrouvé comme quelqu'un qui allait pitcher, parce que quand les entrepreneurs viennent pitcher leur projet, c'est exactement la même façon que moi, j'allais pitcher ma propriété intellectuelle à un opérateur. En fait, j'étais le petit en face du très gros et j'arrivais en leur racontant qu'on allait faire de grandes choses ensemble. Et donc, j'ai trouvé que ce programme était juste incroyable. Mais comment... Tu peux nous raconter un peu les coulisses ? Peut-être que ça va être... c'est déjà un peu partagé, je crois, sur M6. Mais comment t'en viens à être sollicité même, à être jury ? Parce que les jurys, c'est souvent des personnalités françaises, bien connues du monde de la finance, ou en tout cas des entrepreneurs français un peu reconnus. Toi, ce qui est intéressant, ce dont on discutait,
Bah, Julian, Pas je du te tout. connaissais pas, quoi. Mais tu c'est vois, ça aussi, je pense, la beauté de ce programme. Tu vois, c'est que le programme, la chaîne M6, la production, les producteurs ont voulu casser les codes. En fait, ils n'ont pas voulu mettre des gars en costard-cravate, un peu comme toi t'as fait, hein, tu vois. Ouais. Ils ont voulu casser les codes et en fait, ils ont voulu mettre monsieur, madame, tout le monde à la place de monsieur, madame, tout le monde. Et ça, je trouve juste ça brillant. Et c'est ce qui fait la beauté de ce programme. Moi, quand je suis arrivé sur le tournage la première fois, je te jure, Benjamin, je m'attendais à avoir au moins une petite fiche mémo, tu vois, au moins comprendre à quelle sauce j'allais être mangé plus tard. Je suis arrivé 8 heures du matin. Il y avait toute la prod qui m'attendait. Déjà, des personnes incroyables, tellement gentilles, tu vois, te mettre à l'aise, etc. Qu'est-ce que tu veux boire? Café? Voilà ton bloc-notes, ton stylo. Allez, on tourne dans 20 minutes. Et au début, j'arrive, je dis, excusez-moi, mais ça va se passer comment? Oh, tu verras, tu vas comprendre. Et ça s'est fait comme ça, et ça se fait comme ça. Mais ça se ressent. Tu vois, nous, on n'a pas accès aux images avant la diffusion du programme. Donc, hier, j'ai découvert... C'est horrible, ça. Non, mais oui, c'est horrible, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du programme. C'est que tu es... Et on le ressent, de toute façon. Tu le ressens que tu as une véritable interaction. Il y a de l'énervement, il y a de la colère, il y a du rire, il y a des pleurs. Enfin, Non, mais parfois, j'imagine que tu dois te dire, ah, j'aimerais bien que ce soit plutôt ce passage qui soit pris et tout. Et là, tu fais, oh là là, c'est encore trop entertainment. Ils m'ont mis dans ce moment-là. J'étais ouais, sous mais en soi, ce que j'aime avec ce programme, c'est que, au contraire, c'est pas entertainment. Tu vois, il te donne aucune information. Il te demande pas de faire quoi que ce soit. Il te demande de. Tu vois, t'es véritablement en situation Oui, réelle. ils te demandent pas. Ils te demandent pas. Ils te mettent pas en scène. Zéro. C'est ça que tu. Zéro, Ils te disent zéro, pas, zéro excuse-moi, information. Julian, si tu pouvais être un petit peu plus dur, là, ce serait Tu sympa. fais ce que tu veux. Tu Ça, veux être c'est- dur, sois dur. Tu veux être gentil, sois gentil. Tu veux pas investir, n'investis pas. Tu vois, et ça, c'est troublant. Tu vois, tu as 200 caméras autour de toi. Bon, les caméras sont cachées, donc tu ne les vois pas. Ok. Donc, en fait, elles sont dans des Et espèces t'as de pas 10 coffrages. gars qui bougent non plus. Personne. C'est très. Ah, c'est. T'as aucune caméra Ah, autour c'est la de boîte toi. noire, quoi. C'est impressionnant. Et donc, du coup, tu oublies les caméras. En fait, et ça se ressent. Tu vois, quand tu regardes un des épisodes, tu te ressens, tu as l'impression d'être dans un salon d'appartement à côté d'eux. Et c'est ce que j'aime dans ce programme et c'est ce que j'avais ressenti quand j'étais aux États-Unis. C'est que je me suis dit, putain, c'est incroyable, je suis à côté d'eux. Je suis de l'autre côté du monde, mais j'ai l'impression d'être à côté d'eux. Ça. Je pouvais leur parler limite devant mon téléviseur. Ah, c'est juste spectaculaire. Et ça se ressent. Tu vois, le téléspectateur le ressent vraiment quand il regarde le programme. Génial. Et donc, toi, bah, c'est quoi un peu ta vision de l'investissement? Tu vois, aujourd'hui, on est dans Entretien avec un VC, on s'adresse quand même à plein d'investisseurs particuliers qui, pour certains en plus, ont la chance ou auront la chance de co-investir peut-être demain dans une boîte avec toi publiquement. Mais toi, en tant que business angels, tu investis dans combien de boîtes par an à la base et c'est quoi que tu regardes? Alors, moi, tu sais, je me suis pas fixé de... Je vais pas te dire de limite, parce que c'est pas une question de limite. C'est une question que je me suis pas fixé de modèle, entre guillemets. J'investis dans un projet quand je trouve du sens, tu vois, ou quand je suis véritablement passionné. J'aime investir dans des choses dans lesquelles je comprends les choses, où je comprends le modèle, ou entre guillemets, je comprends de la façon dont le modèle va être disrupté. Je suis pas du genre à dire ouais, ce projet il est génial, il va révolutionner le monde. J'y comprends rien, mais c'est pas grave, tout le monde y va. Va falloir que je fasse un chèque. C'est pas pour moi. Moi, j'aime être passionné. Je suis un passionné dans ce que je fais. Je pense que ça, on peut pas se mentir. Hein. Voilà, ça se ressent. Et j'aime pouvoir apporter quelque chose au projet que j'accompagne. C'est vraiment pour moi parce que j'ai besoin de vibrer. Tu vois, je suis pas un investisseur de 80 ans qui a monté 43 licornes. Tu vois, je suis pas un Donc, fonds le d'investissement. sens, c'est quand même. Mais c'est hyper important essentiel. pour toi, mais C'est tu parles de essentiel. Qu'est-ce qui sensibilité. change? Qu'est-ce que ce modèle, qu'est-ce que cette boîte va changer? Qu'est-ce qu'elle va changer dans l'industrie, mais qu'est-ce qu'elle va aussi changer dans le monde? Quel impact est-ce qu'elle va avoir? Tu vois, Wincor, je voulais que ça ait un impact. C'est pour ça qu'on a fait la recherche contre le cancer. C'est pour ça qu'on fait tous les ans, et ça même avant Wincor, je faisais des donations pour les hôpitaux, pour les enfants malades. Il y a plein de vidéos sur les réseaux qu'on commence à diffuser maintenant, mais qui ont été enregistrées il y a 10 ans, avant même qu'on parle de faire de la télé. Parce que il faut que ça ait un impact. Tu vois, à un moment donné, tu vas avoir des boules dans le ventre, ce qui est normal quand tu entreprends, tu as toujours des boules dans le ventre. Et ce sont ces impacts positifs qui vont te rassurer. Tu vois, qui vont te dire, vas-y, n'aie pas peur en fait, t'inquiète pas. Et dans quoi t'investis pas alors? Tu vois, quand on fait, qu'est-ce que t'évites? J'évite d'investir dans des choses que je comprends pas. J'évite d'investir dans des projets où, pour moi, ces projets n'ont pas de Donc sens. toi, c'est plus la compréhension même du projet. C'est le projet qui te drive ou c'est aussi, je sais que tu vas me dire les deux, mais
Mais du coup, c'est quand même plus le projet que l'entrepreneur qui te drive? C'est avant tout l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, si tu veux, tu te rends compte tout de suite s'il est là parce que c'est une histoire de passion ou si c'est une histoire de pognon. Ok, tu le comprends tout de suite. Et toi, tu as besoin d'un entrepreneur passionné. Moi, j'ai besoin d'un entrepreneur. Je vais parler avec l'entrepreneur au quotidien. C'est l'entrepreneur qui va nous faire pivoter quand il va falloir. S'il faut pivoter, mais généralement, il faut toujours pivoter. Mais c'est indispensable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneur doit avoir une histoire. Un entrepreneur qui arrive et qui dit « Ouais, super, moi, je viens de cette école, je suis numéro 1, je me suis jamais fait de business, mais je sais que je vais réussir parce que j'ai été numéro 1 à l'école. » Le mec, il n'a rien compris. Enfin, en tout cas, avec moi, il n'a rien compris. C'est pas du tout ça qu'il faut me dire. Je préfère me dire quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai galéré, j'ai fait 30 petits boulots, je sais ce que c'est que d'avoir des retards de paiement, je sais ce que c'est que d'avoir des échéances, je sais ce que c'est que de manager des équipes et je l'ai fait sans argent. Tu vois, ça me fait vibrer. Tu vois, je me dis, OK, vas-y, on va y aller ensemble. On va mettre, ça va être une jolie complémentarité. Je vais t'apporter mon expertise, tu vas m'apporter la tienne parce que chaque personne sur Terre a une expertise, qu'on le veuille ou non. Et on va y aller et on va tout casser. Là, ça va m'exciter. Après, les autres qui font les choses pour le pognon avant tout, ça va pas être pour moi. Tu vois, mais je veux pas être honnête avec toi. Je fais ça aussi pour gagner. Tu vois, mais je fais aussi ça pour passer du bon temps et pour m'amuser. Tu vois, et pour ouvrir le champagne quand il va falloir célébrer un succès ou pleurer ensemble quand il va falloir malheureusement penser à une défaite. Mais ça fait partie du jeu. Et tu investis en dehors de. Enfin, c'est une activité d'investisseur individuel maintenant que tu faisais avant de rejoindre Qui veut être mon associé? Non. Ou c'est principalement... Non, il y a eu des sociétés que j'ai accompagnées via mon activité de consulting où j'ai eu des parts, etc., etc. Après, tu sais, moi, j'ai que 33 ans. Donc, de te dire, ouais, ça fait 15 ans que je suis investisseur, tu vas te dire, OK, en fait, celui-là, c'est le fils d'une grande banque et il nous a pas dit la vérité. Non, moi, j'ai travaillé, je continue à travailler tous les jours. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je suis passionné par le parcours d'un entrepreneur. Je suis passionné par l'histoire de l'entrepreneur en elle-même. Et je commence maintenant à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si j'ai côtoyé plus de 800 sociétés parce que j'ai travaillé dans la licence avec plus de 800 sociétés. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs dans beaucoup de catégories de produits. Tu vois, et ça, c'est aussi ce qui fait ma force. Et c'est ce que je pense que la chaîne et la production ont aimé avec moi, c'est que j'avais un parcours qui est atypique, plus atypique certainement que d'autres, mais je casse un peu les codes. Et je pense que c'est aussi ça que beaucoup d'entrepreneurs viennent chercher. Tu sais que tu viens chercher un financement, mais tu viens aussi chercher un accompagnement. Un accompagnement, beaucoup. T'as pas forcément, parfois, quand tu lances une boîte et que tu es un peu frileux, bah, tu as envie d'un mec qui va te puncher un petit peu. Tu n'as pas envie de quelqu'un qui va te dire, je te fais un chèque, vas-y, on se voit au prochain conseil d'administration. Non, bah, tu as envie d'un savoir-faire, d'une expertise. Tu veux un partner in crime, tu vois. De visibilité. Ouais. Mais tu veux un associé. Tu vois, tu veux un associé. Tu veux pas un banquier. Tu vois, il y en a qui veulent chercher un banquier, mais dans ce cas-là, tu vois, moi, ce que je veux, c'est être associé d'un projet. C'est pas être forcément. Donc, c'est pour ça que toi, tu n'iras pas dans des tonnes de projets parce que tu vas accorder beaucoup de ton temps et que tu n'en as pas énormément. Et je ne veux surtout pas être dans un projet, tu vois, purement financier, entre guillemets. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'excite pas. Ça ne me fait pas vibrer. Et alors, pour ceux qui se posent toujours la même question, c'est vraiment ton argent que tu investis dans cette émission? C'est vraiment ton argent. On ne te le donne pas en disant vas-y. Malheureusement pas, c'est vraiment ton argent. Encore une fois, la production ne t'a donné aucune anti-sèche, aucune feuille, rien. Tu découvres comme le téléspectateur. Tu as un petit peu plus de temps qui te permettent de poser davantage de questions, mais parfois qui sont des questions très techniques, entre guillemets. Et tu investis ton propre argent vraiment toi. Et donc, une fois que le show, on va l'appeler comme ça, quand même, est passé, il y a la réalité concrète d'un investissement où il faut faire un peu sa diligence, toi vérifier que l'histoire que tu as racontée, tu as pitché l'entrepreneur est vraie, que le fit est toujours là et qu'il faut investir. Ça arrive de ne pas investir dans un dossier dans lequel tu dis je vais investir, petit 1, ou peut-être même que l'entrepreneur te refuse, tu vois, quelque part, la fois d'après. Alors, la chaîne et la production font quand même un travail remarquable avant l'enregistrement. Parce qu'il y a quand même. Il s'assure que. Oui, il y a quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier qui vient et qui dit bon, bah, je vais pitcher mon projet. Il y a quand même voilà, une certaine recherche d'éléments. Tu vois, il y a une certaine due deal qui est faite avant quand même. Voilà.
donc les personnes qui viennent devant les jurés font quand même, tu vois, sont quand même qualifiées, entre guillemets. J'appelle ça qualifiées. Donc, évidemment qu'il y a quand même des éléments qui ont été vérifiés, qui ont été contrôlés. Après l'enregistrement, parce qu'il y a aussi souvent de la négociation sur le plateau. Il y a eu des négociations sur les valorisations, il y a des négociations parce qu'il y a des donations de titres à des associations. Tu vois, il y a quand même du mouvement durant l'enregistrement. Tu fais ce qu'on appelle la due diligence. Donc, une fois que l'enregistrement est terminé, tu passes en due diligence, donc tu passes en confirmation des éléments qui ont été communiqués. Généralement, c'est entre avocats. Donc, l'avocat de l'investisseur et l'avocat de l'entrepreneur se mettent en contact et échangent les informations comme elles ont été évoquées durant l'enregistrement. Et si tout se passe bien, en l'occurrence, généralement, il n'y a pas de problème. Et si les informations qui ont été communiquées sont correctes et si la volonté de l'entrepreneur est toujours là et la volonté de l'investisseur est toujours là, eh bien, ça se passe très bien et ça finit en closing et on démarre une nouvelle histoire. Mais ça peut être dans d'autres conditions que celles qui ont été présentées ou non, c'est quand même assez proche. C'est quand même extrêmement proche. Après, il peut y avoir quelques modifications techniques puisque l'entrepreneur, tu vois, s'il a des investisseurs qui sont déjà présents, parfois, tu as des investisseurs qui sont présents qui veulent certaines conditions. Voilà, conditions. Exactement. Mais ça reste, c'est-à-dire qu'une société où tu as dit j'investis 100 000 euros pour 10%, ça va pas se finir en 10 000 euros pour 20%. Quoi. Tu vois, tu es quand même sur des éléments qui sont extrêmement proches puisque généralement, c'est bien réfléchi et c'est bien fait. Excellent. Écoute, c'est passionnant. Je pourrais encore discuter avec toi et ce sera le cas en ce qui me concerne pendant des heures. Mais je vais te libérer. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner peut-être un dernier conseil pour l'entrepreneur ou l'investisseur, plus pour l'investisseur a priori que je vais être et que voilà, je vais te suivre dans tes prochaines apparitions et tout au long de l'émission, mais aussi te suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre tes investissements et peut-être toutes les boîtes que tu mettras en avant au travers de ton rayonnement. Est-ce que tu as une recommandation particulière pour nos auditeurs? Moi, je pars du principe où je suis très jeune, donc je n'ai pas de conseils à donner, mais ce que je vais te dire, c'est ce que je m'applique. Je pars du principe où c'est très important de travailler avec une certaine passion. Il faut travailler avec de la passion et il faut travailler avec de la magie. J'adore mettre une touche de magie dans ce que j'entreprends. J'utilise très souvent ce terme-là, puisqu'il y a des moments où il va y avoir, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, des remises en question, des moments de doute. Et je sais que quand on t'attend à un rendez-vous, quand tu as une mission dans ce que tu entreprends, c'est la meilleure façon de te donner un coup de pied au derrière quand on a besoin. Donc, personnellement, moi, j'adore faire ça. J'adore mettre un volet caritatif dans ce que j'entreprends, peu importe le dimensionnement, que ce soit gros ou petit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose, puisque tu vas y penser très souvent quand tu auras des remises en question. Donc voilà le petit conseil. C'est pas un conseil, mais c'est ce que moi, je m'applique à moi. Parce que je te dis, je suis encore très jeune, j'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. J'essaie de faire ce qui me paraît bien pour moi. Après, si les autres veulent être inspiré par ce que je fais, j'en serais ravi, au même titre que moi, je m'inspire par d'autres personnes qui essayent de faire avancer les choses. Non, mais c'est un bon état d'esprit issu du monde du jeu. Si en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur, on pouvait ajouter tous un peu de magie dans ce qu'on faisait, alors on se porterait certainement beaucoup mieux. Et en tout cas, ce serait moins difficile et toujours plus passionnant. Exactement. Merci beaucoup, Julien Jacob, pour ton temps. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À bientôt.